Bonjour, bon après-midi à tous et à toutes. J'espère que votre journée a bien commencé. Je m'appelle Gabriela Masfaré. Je fais partie de l'Institut urbain du Canada et je travaille avec la colla- communauté de pratique de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Et le mois de décembre est déjà arrivé. C'est complètement fou, mais c'est notre dernière séance de mobilisation communautaire de l'année 2021. Alors merci d'avoir été des nôtres tout au long de notre parcours. Comme vous le savez, l'objectif de ces séances est d'entendre des bâtisseurs de communautés, des leaders locaux, des urbanistes, des activistes et des praticiens de la création de lieux pour s'en inspirer, pour partager des connaissances et entendre des anecdotes sur leur travail. Avant de commencer, je veux vous faire part de quelques rappels techniques. Donc, avant de commencer, vous nous voyez, mais on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Donc, utilisez le chat de Zoom si vous avez des problèmes techniques et nous pourrons vous aider. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que cette séance se déroule en anglais et en français. Donc, pour entendre l'interprétation française, il y a un globe au bas de votre écran. Je vous demande de cliquer dessus et vous pourrez choisir votre langue, l'anglais ou le français. Nous vous invitons également à nous dire qui vous êtes et où vous êtes dans le chat pour qu'on ait une idée de qui est notre auditoire aujourd'hui. Dans le but de rendre cette séance aussi interactive que possible, connaissant les limites du virtuel, nous partagerons avec vous dans le chat un document ouvert pour prendre des notes. En fait, c'est un document pour collaborer. Donc, on apprécierait beaucoup que vous y inscriviez de l'information sur ce qui vous amène à la séance d'aujourd'hui. Vous pouvez publier des liens ou le nom de votre organisme ou des organismes avec lesquels vous collaborez. Et n'hésitez pas à prendre des notes s'il y a des références qui sont faites à propos de choses qui vous intéressent. Écrivez-la ou nous communiquerons avec vous à propos de ces sujets. Avant de commencer, je veux je déclare que je suis à Toronto, le territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Mississaugas de la rivière-Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee, ainsi que les Wendat. Ce territoire abrite de nombreux peuples diversifiés, des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Je déclare également que Toronto est régi par le traité 13 signé avec les Mississaugas de la rivière-Crédit et par le traité Williams signé avec plusieurs bandes de Mississaugas et de Chippewa. Avant de lancer la séance d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Michelle Bridger de Fondation communautaire du Canada qui va nous présenter un mot d'ouverture au nom de l'équipe de l'initiative. Donc, à vous, Michel. Bonjour, Gabriella. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je suis sur le territoire non cédé, non restitué des peuples algonquins Anishinaabe, qu'on nomme aujourd'hui Ottawa. Donc, je viens d'immigrants qui sont des immigrants récents, ainsi que des colons, et je suis constamment en train d'en apprendre davantage sur le passé, le présent de ce lieu, et j'essaie toujours d'en faire davantage pour la conciliation et l'avenir. Et c'est pourquoi je prends le temps de faire cette déclaration territoriale. Comme je l'ai dit, je suis ravi d'être ici aujourd'hui au nom de FCC pour vous souhaiter la bienvenue à cette séance avec Amis des Parcs. L'initiative des communautés en santé a suscité un intérêt considérable dans tout le pays et des communautés ont fait preuve de créativité et d'ingéniosité dans la proposition de leurs projets qui permettent aux gens de nouer des liens et d'accéder à des espaces publics en toute sécurité pendant la pandémie. J'ai hâte d'en apprendre davantage sur vos projets et sur la façon dont vous avez adopté les thèmes de l'initiative pour des communautés en santé et pour transformer les espaces publics. Je vous repasse la parole, Gabriela. Merci énormément, Michel. La seule chose qui reste à faire, c'est de présenter notre équipe d'aujourd'hui. Donc, en fait, le sujet, nous allons parler d'activités hivernales et de programmes de plein air en hiver. Donc, l'idée, c'est de permettre aux gens de continuer à se rencontrer, se rassembler à l'extérieur l'hiver. La séance sera guidée par notre organisation partenaire, Amis des Parcs, comme l'a dit Michel. Donc, merci Steph et Rachel de nous soutenir dans l'animation de cette séance. Avec Amis des Parcs,
nous avons l'honneur d'avoir accepté, entre autres, 3 projets qui ont été financés par l'Initiative pour des collectivités en santé. Nous avons Heather Calday, la directrice générale de l'École marine de la Nouvelle-Écosse. Aussi en Nouvelle-Écosse, nous avons Jessie Jollymore, directrice générale de Hope Blooms. Et enfin, de la ville de Moosomin en Saskatchewan, nous avons le plaisir d'avoir Mike Schween. Excusez-moi, je prononce peut-être mal votre nom, le directeur des parcs et des loisirs de la municipalité. Je suis certaine qu'ils nous feront part d'anecdotes très intéressantes qui vont enrichir la conversation. Donc, c'est tout pour nous pour l'instant. Je vous passe la parole, Steph, Rachel. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais, je vais afficher mon écran. Si vous avez du mal à voir ma présentation, dites-le moi. Merci de m'avoir présenté. Je m'appelle Stephanie Stanham, je suis gestionnaire de projet chez Amis des Parcs et je suis très content d'être ici aujourd'hui pour parler de ceci, tirer parti des atouts des parcs pendant les hivers canadiens. Donc, avec ma collègue Rachel, je vais vous faire part du travail de notre organisation sur les parcs et les activités innervales. Donc, nous avons une présentation de 15 à 20 minutes sur les éléments dont il faut tenir compte lorsqu'on prévoit ou prépare des programmes hivernaux. Ensuite, il y aura une discussion et une période de questions avec nos partenaires, les partenaires de l'Initiative pour les collectivités en santé. Donc, c'est la première fois que vous entendez parler d'Amis des parcs. Notre objectif est d'améliorer la vie des gens dans les villes et dans les parcs partout au Canada. Donc, on travaille avec des groupes locaux, des organismes à but non lucratif, des municipalités partout au pays qui travaillent pour animer et améliorer leurs parcs locaux. Donc, dans le contexte canadien, bon nombre d'hivers ont une culture où on reste à l'intérieur et on hiverne l'hiver et où on attend la saison plus chaude pour ressortir dans la sphère publique. Donc, ça ne donne pas toujours lieu à des hivers les plus joyeux, surtout pendant la pandémie de COVID-19 où on ne pouvait pas se rencontrer à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont créatifs avec l'hiver et qui vivent l'hiver plus que jamais. Mais c'est ce qu'on fait depuis le début, nous. Donc, dans cette présentation, il faut aussi reconnaître que l'hiver est très différent en fonction du lieu où vous êtes au Canada. Donc, dans les prairies ou dans le nord de l'Ontario, l'hiver peut commencer beaucoup plus tôt qu'à Toronto, où je me situe à l'heure actuelle, par exemple. Et à Vancouver, où nous avons des collègues d'Amis des Parcs, la saison est plus pluvieuse qu'enneigée. Donc, ensuite, quand on pense aux activités d'hiver, on pense probablement à des choses comme faire de la raquette ou du ski. Mais ce sont souvent des activités qui ont lieu à l'extérieur de la ville et qui exigent un véhicule pour qu'on se rende justement à l'extérieur de la ville. Il faut investir, acheter de l'équipement d'hiver, des vêtements d'hiver, et il faut pouvoir prendre congé du travail et ce genre de choses. Donc, même si ces expériences sont incroyables et font partie de l'expérience hivernale de bon nombre de personnes, elles sont aussi vastement inaccessibles à une grande population. Donc, chez Amis des Parcs, on se concentre sur l'activation et l'animation des parcs urbains. Donc, les parcs que vous avez dans votre quartier ou même les plus grands parcs qu'il y a dans votre ville. Comment pouvons-nous faire de ces espaces un espace où on vit la joie de l'hiver? En avril 2021, Amis des Parcs a fait un sondage auprès de 3500 Canadiens sur leur usage des parcs pendant la COVID-19. Ils ont recueilli les données de 32 villes, de Victoria à Charlottetown, entre la Colombie-Britannique et l'île du Prince-Édouard. Et ça a été grâce au soutien de nos partenaires. Donc, notre rapport a révélé que l'usage des parcs change. 94% des villes que nous avons consultées signalent un usage accru de leurs parcs. Et la grande question est la suivante. Si cet usage accru des parcs, est-ce qu'il va continuer? Eh bien, nos données le confirment. Ça va sûrement être une tendance à long terme. Les 2 tiers des Canadiens qui croient que l'usage des parcs a augmenté, 82% d'entre eux s'attendent à ce que cette tendance se maintienne ou qu'elle elle augmente après la pandémie. C'est la même chose l'hiver. Donc, 50% des Canadiens ont dit que leur usage des parcs a augmenté pendant l'hiver et les 3 quarts de ces répondants s'attendent à ce que cette tendance se maintienne. Ce que j'ai retenu de l'hiver dernier, c'est que l'hiver, c'est une
période où il faut être audacieux et déterminer ce qu'on peut faire pour nos parcs urbains. Mon approche, c'est de commencer à penser aux programmes estivaux. Que faites-vous dans vos parcs l'été et comment pouvons-nous adapter ces activités à l'hiver? Donc, je sais que des fois, ça semble impossible de faire les choses l'hiver dans votre parc, mais j'espère qu'après cette présentation, vous verrez, vous connaîtrez des exemples de comment ça peut devenir possible avec la bonne approche. Donc, comme la pandémie de COVID-19 a mis en relief le besoin de sortir à l'extérieur l'hiver, bon nombre de groupes communautaires ont créé des programmes hivernaux et des projets pilotes. Mais un exemple d'audace, c'est Edmonton. Ils n'avaient pas besoin de faire d'apporter de changement à leur approche pendant la pandémie parce qu'ils avaient déjà une base solide qui était déjà en place. Ils ont élaboré la stratégie de la ville hivernale en 2012. Donc, ils avaient déjà un bureau et une équipe consacrée aux activités hivernales. Donc, ça a été un effort concerté qui met en jeu tous les services municipaux et c'est leur façon de concevoir les parcs et les activités hivernales. Pour eux, l'hiver, ce n'est pas la saison morte, c'est une saison comme les autres. Et un autre bon exemple d'audace, à Toronto, il y a le groupe Maybell Arts qui a commencé comme une banque alimentaire, mais ils ont fait des efforts pour s'assurer que les gens se sentaient comme s'ils venaient à un marché et non à une banque alimentaire. Donc les gens venaient, il y avait un espace de verdure, et les gens pouvaient venir cueillir les aliments qu'on leur donnait. Et il y avait aussi des activités de bien-être où les seniors étaient les bienvenus. Et tout ça s'est déroulé à l'extérieur l'hiver. Il n'y a pas toujours de recette magique pour créer des programmes hivernaux réussis. Mais si vous pouvez trouver certains de ces ingrédients, vous allez voir que vous vous rapprocherez de cette approche réussie et qui sera bonne pour votre communauté et vos groupes. En 2021, Amis des Parcs a fait un projet pilote sous l'égide de notre programme de bourse, un programme annuel que nous avons adapté à l'hiver cette année. Nous avons donné 5 bourses à Toronto, Montréal et Vancouver à 5 groupes pour qu'ils tiennent des activités ou des programmes hivernaux. Et ils ont fait preuve de créativité. Et voici ce qu'ils ont fait. Donc, on sait que l'hiver, le soleil se couche beaucoup trop tôt. Mais si on sortait à l'extérieur seulement lorsqu'il faisait clair, on sortirait le matin, l'après-midi, la fin de semaine et peut-être avant le travail le matin ou avant d'aller à l'école, la semaine. Mais la lumière est un aspect élémentaire dans l'ambiance d'un lieu pour qu'on puisse y effectuer des activités. Donc, lorsque vous éclairez votre parc, toutes les activités peuvent se dérouler. Et pour moi, c'est encore mieux quand on crée des expériences interactives. Donc, on a vu beaucoup d'installations lumineuses dans des parcs où des groupes ont établi des partenariats avec des entreprises privées, des associations communautaires et d'autres organisations pour créer des installations lumineuses dans des parcs. Les foyers ouverts sont très populaires dans certaines villes, plusieurs villes, y compris Toronto, Calgary, mais sont devenus encore plus populaires au cours des dernières années dans nos villes. Donc, puisque les gens ne peuvent plus se réunir à l'intérieur avec leurs amis, leur famille, leur seule occasion de se voir, c'était de se réunir à l'extérieur. Mais le froid, souvent, empêche les gens de le faire ou les gens n'envisagent pas de le faire à cause justement du froid. Mais se réunir autour d'un feu lorsque les gens sont préparés, lorsqu'il y a des boissons chaudes qui sont servies, eh bien, ça rend la chose plus faisable. Et à Calgary, ils ont permis dans leurs règlements municipaux que les gens se réunissent autour de foyers extérieurs dans les parcs. Les gens peuvent apporter leur propre bois, faire un feu dans un foyer extérieur et se réunir avec leur famille et leurs amis. Ils ont aussi permis aux gens d'apporter des foyers au propane
partout, en fait, dans tous les parcs à Calgary. C'est quelque chose qui était inédit. Et on a vu que les parcs étaient plus habités et ça donnait accès à des activités hivernales à beaucoup plus de gens. Aussi, les fours communautaires sont une excellente façon de se réunir et dans une activité, autour d'une activité chaleureuse. Donc, ces fours communautaires extérieurs sont en briques ou en béton et permettent de tenir des activités culinaires dans vos parcs. Donc, il y a eu des fêtes de pizza à Toronto où des centaines de personnes participaient, des quartiers entiers participaient à ces activités dans un de leurs parcs locaux. Et dans un de ces parcs, ils ont construit ou installé un foyer extérieur. Et donc, les gens peuvent se réunir, manger un repas chaud ensemble. Et en fait, ça fait sortir des gens qui, autrement, seraient restés chez eux. Et ça permet aux gens de rester plus longtemps à l'extérieur, ensemble. On a aussi tendance à penser que la nature disparaît lorsqu'il fait froid. Mais ce n'est pas vrai. Donc, l'hiver peut être un moment idéal pour commencer à observer les oiseaux ou à faire des activités que vous ne faites pas en général. Donc, tous les hivers, les Canadiens peuvent observer des oiseaux qui sont des visiteurs temporaires au Canada. Par exemple, des oiseaux migratoires, des oiseaux migrateurs. Donc, ce sont des expériences uniques qu'on oublie parfois. À Toronto, un de nos récipiendaires boursiers organisait des marches en nature et des activités en plein air. En fait, à cause de la COVID, il a créé en fait un concours de photographie sur Facebook, donc pour la communauté en ligne. Donc, ça a encouragé les gens à se faire une routine pour sortir l'hiver par eux-mêmes ou avec leur famille ou leur bulle sociale, même lorsque le groupe ne pouvait pas tenir d'activités ou de grands rassemblements pour l'observation d'oiseaux. C'est la même idée avec toutes sortes d'expériences naturelles en hiver. On peut toujours aller marcher dehors l'hiver, même si la nature est un peu différente. Donc, si vous êtes comme moi, vous aimez identifier les espèces d'arbres ou les essences d'arbres sur votre marche, vous pouvez le faire l'hiver. C'est un défi parce que il n'y a pas de feuilles, donc vous utilisez, en fait, vous penchez sur la texture de l'écorce ou la structure des branches pour identifier les arbres. Et lorsque vous bougez à l'extérieur, vous êtes plus au chaud que si vous restiez immobile. Donc, une marche hivernale peut vous permettre de mieux profiter de la nature sans avoir froid. Si vous avez grandi au Canada, vous vous souvenez sûrement du bonheur que vous procure l'hiver. Vous vous habillez, vous sortiez dehors dans la neige, vous n'aviez jamais peur d'avoir froid ou de vous mouiller ou d'être mal à l'aise avec vos vêtements, vos gros vêtements d'hiver. Donc, donc ce plaisir que de jouer dans la neige caractérise notre enfance se perd à la vie adulte. Donc, comment est-ce qu'on retrouve cette joie enfantine liée à l'hiver? Il y a eu des groupes merveilleux qui sont venus dans le cadre de notre programme de bourse et qui proposaient plein d'activités. Et on encourageait les enfants de tous les âges à participer à ces activités. Un de nos récipiendaires de bourse, Ice Masters, euh, a l'habitude de construire ou d'aménager une piste de glace pour les patineurs et d'organiser un grand festival tous les hivers. Mais c'était pas possible, donc ils ont organisé une chasse au trésor où les familles pouvaient parcourir ce parcours de chasse au trésor et profiter du parc. Et il faisait très froid, il y avait beaucoup de neige, mais les familles ont réussi à sortir et à s'amuser dans le cadre de cette chasse au trésor dans le parc. Et lorsqu'on sort et qu'on veut faire ressortir l'enfant qui sommeille en nous, le mouvement nous garde au chaud et c'est ce qui nous permet d'être à l'aise à l'extérieur. Donc, on a l'habitude, nous, les adultes, de rester debout, immobiles et d'observer les enfants jouer. Donc, c'est pour ça qu'on a froid. Donc, si vous sortez, participez aux jeux et aux activités, vous serez beaucoup plus à l'aise. Et le dernier exemple, c'est
le fait qu'il y a bon, un projet pilote de bourse d'Amédée Parc. Et il y a aussi la forêt éphémère au Parc Jarry à Montréal où on a donné une seconde vie à des arbres de Noël. Vous avez peut-être entendu parler des parades de citrouilles. Par exemple, une parade de citrouilles, c'est le jour après l'Halloween, le quartier est invité à donner ses vieilles citrouilles et on les dispose dans le parc on- pour que tout le quartier puisse les observer, les admirer. Donc tout le monde se réunit, ils se promènent dans le parc, ils regardent les citrouilles découpées et éclairées de tout le quartier. Et à la fin de la journée, il y a un concours de citrouilles et il y a un vote qui a lieu. Donc on a fait la même chose au parc Jarry. Donc après les fêtes, les gens pouvaient apporter leur sapin de Noël au parc Jarry et on a créé une forêt éphémère. Donc les visiteurs euh, étaient invités à écrire des mots ou des souhaits à les attacher après les arbres et les arbres restaient dans le parc pendant 2 semaines. Donc après l'événement, une entreprise qui se spécialisait dans la récupération de la fibre ligneuse a récupéré les arbres et les a recyclés. Donc ce sont des initiatives qui se déroulent au Canada qui sont de plus en plus populaires. Quand vous planifiez vos événements hivernaux, il faut tenir compte de certains éléments. Si vous êtes né au Canada, vous avez grandi dans l'hiver canadien, vous connaissez le froid. Mais pour certaines personnes, c'est peut-être leur premier hiver au Canada, des gens qui viennent d'un endroit qui est très différent que le Canada. Donc, ça veut dire qu'ils doivent apprendre à s'habiller chaudement avec des bottes, des tucs, des mitaines, des foulards. Tout ça est peut-être inconnu pour eux et peut-être que ces gens n'ont pas accès à ces vêtements hivernaux. Ils vont rester à la maison davantage. Donc, les nouveaux arrivants au Canada ne connaissent peut-être pas les activités qui se déroulent dans leur quartier. Donc, invitez tout le monde à vos activités. Prenez le temps d'en apprendre davantage sur les gens qui vivent dans votre communauté et qui pourraient tirer parti d'une expérience hivernale avec vous. Et les gens le savent peut-être, ne connaissent peut-être pas les glissades ou le patinage. Ils savent peut-être pas que ça existe l'hiver. Donc, ils vont pas y participer s'ils ne savent pas que ça se déroule. Donc, si vous avez des gens qui viennent à votre événement, c'est merveilleux. Mais ne vous attendez pas à ce que ces gens savent comment participer à votre activité ou qu'ils savent qu'est-ce qu'on attend d'eux en matière de participation. Soyez ouverts et invitez-les et partagez votre joie enfantine par rapport à l'hiver avec ces gens. Et enfin, il y a quelques éléments qui sont essentiels pour tout rassemblement en hiver. Pour nos municipalités ferment les toilettes publiques l'hiver. Donc, déterminer si les toilettes publiques de votre parc sont ouvertes, si elles sont fermées, envisager l'installation de toilettes portatives, vous demandez à une entreprise locale si elle peut laisser vos participants utiliser ces toilettes. S'il y a un refuge, vous pouvez en faire une station pour que les gens se réchauffent. Vous pouvez distribuer des boissons chaudes, distribuer des couvertures. Et ça peut permettre aux gens de se réchauffer pendant quelques instants et ensuite continuer à profiter de l'activité plutôt que de retourner prématurément à la maison. Et enfin, c'est pas tout le monde qui a accès à de l'équipement d'hiver. Si vous et votre famille avez des vêtements supplémentaires ou des vieux vêtements, vous pouvez les prêter ou les donner, apporter-les au parc pour les autres et vous pouvez les donner ou les rapporter à la maison. Si vous avez de l'équipement supplémentaire comme des toboggans, des trains sauvages, des patins, des raquettes, vous pouvez les prêter. Donc, vous pouvez envisager de créer un dépôt d'équipement hivernal où les gens peuvent venir emprunter cet équipement et participer aux activités hivernales dans le parc. Je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé des activités qui est essentielles comme les glissades et le patinage, mais j'espère que les choses qu'on a abordées dans cette présentation vous permettront de sortir des sentiers battus et dans la planification de vos activités hivernales pour votre communauté. Donc, je laisse les choses ainsi et Rachel va mener la discussion. J'ai hâte de vous revenir pour la période de questions à la fin. Merci, Steph.
Donc, j'invite Jesse, Mike et Heather à allumer leur caméra et à se joindre à moi. Donc, nous allons avoir une discussion sur les merveilleux projets qui ont été acceptés par la première ronde de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Ensuite, il y a une paire de questions. Je m'appelle Rachel Yanchishin. Je suis gestionnaire de projet principal chez Amédée Parc. J'aide à exécuter nos programmes nationaux et j'anime les conversations parmi notre réseau. J'invite Fondation communautaire du Canada de nous avoir invités à faire cette présentation aujourd'hui. Donc, nous avons quelques questions et nous allons y aller en mode popcorn. Donc, la première question que j'aimerais, premièrement, j'aimerais que nos membres se présentent et qu'ils nous parlent de leur projet et nous expliquent comment ils sont liés à l'hiver. Donc, allons-y dans l'ordre d'apparition sur mon écran. Mike, voulez-vous commencer? Bien sûr, merci. Donc, en Saskatchewan, nous avons un hiver assez long qui dure environ 6 mois. Donc, nous avons un parc de 50 acres. C'est une petite communauté d'environ 4000 habitants. Donc, il y a un parc de 50 acres en bordure de notre ville. Il y a quelques années, on a aménagé une patinoire qui est très populaire. Et lorsque la COVID est arrivée en mars 2020, il fallait trouver un moyen de maintenir la distanciation physique. Donc, on a créé une patinoire, un parcours de glace d'environ 400 mètres dans notre parc et ça a été très populaire. Il y avait aussi un refuge où les gens pouvaient venir utiliser. Il y a beaucoup d'enfants, de petits-enfants, de grands-parents qui patinaient ensemble et les gens pouvaient respecter la distance physique. Donc, ça crée aussi beaucoup d'occasions. Donc, merci à l'initiative. On a pu avoir accès à du financement. Et cet été, grâce à ce financement, nous avons créé ou bâti cet été 13 pistes de ski de fond et 13 pistes de glace. Donc, on a eu l'occasion d'aménager ces installations et ensuite, un autre programme nous a permis d'acheter des skis et des bottes. Et on a déjà un programme de patinage où on a des patins qu'on prête aux membres de la communauté. Donc, sur notre parc de 50 acres, l'hiver, comme j'ai dit, les installations hivernales deviennent très peu fréquentées. Et c'était le cas. On a un centre sportif, un centre communautaire dans le parc, mais la plupart du parc était inutilisé. Donc, grâce au financement de l'initiative, dans ce parc de 50 acres, on a créé des pistes de glace et pistes de ski de fond. Donc, on peut patiner, on peut skier. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut prêter des raquettes et des skis et des patins aux gens. Donc, ça ne coûte rien aux participants. Donc, ça a été merveilleux et on a hâte à cet hiver-ci pour recommencer. Fantastique. Jesse, vous présentez? Merci. Je suis très content de vous entendre, Mike. C'est très intéressant. Je m'appelle Jessie Charlie-Moore. Je suis fondatrice et directeur général de Hope Blooms. Nous sommes à l'intérieur de Mary Wanton Park, en Nouvelle-Écosse. C'est un petit parc d'environ un demi-acre. Nous avons un programme d'entrepreneuriat communautaire et alimentaire dans le parc. Donc, nous offrons des programmes d'entrepreneuriat social. On organise des soupers communautaires et plein de choses liées à l'alimentation. Et on a un jardin de 10 000 pieds carrés, donc qui contient environ 72 parcelles. Et nous avons une serre alimentée à l'énergie solaire et une installation aquaponique. Donc, tout est géré par la communauté. Et grâce à l'initiative pour des communautés en santé, nous avons installé un module de jeu en 3 étapes. Donc, nous avons ensuite élargi ce module. Il y a une section qui s'adresse aux tout petits, une autre section aux adolescents et une section qui s'adresse à tous les autres membres de la communauté. Et
dans ces trois éléments du module, en fait, au milieu de tout ça, nous cultivons des aliments, et nous organisons des activités culinaires, donc euh, c'est très communautaire. Et donc, parmi tout ça, nous avons des chasses au trésor et d'autres activités. Donc, lorsque les gens viennent au parc, ils peuvent faire d'autres activités que de jouer au parc. Et c'est ce qu'on fait ici. Merveilleux. Et Jesse, vos programmes se déroulent en hiver également? Oui, nous, c'est 12 mois par année. L'hiver, tout est centré sur la nourriture. Donc, on a des événements culinaires extérieurs, des chasses au trésor alimentaires dans notre parc à l'extérieur. Donc, les enfants adorent ça, même en plein hiver. Et on diffuse des films, même l'hiver. Il y a un endroit ici à l'extérieur, l'hiver, où on sert du chocolat chaud. Donc, les gens peuvent se réchauffer à l'intérieur du refuge. Nous avons un bâtiment de 3000 pieds carrés qui contient la cuisine communautaire ici. Donc, on est très actif l'hiver, mais nos activités se déroulent à l'intérieur et à l'extérieur. Mais nos activités ont lieu 12 mois par année, 5 jours par semaine. Merci. Et Heather, bonjour à tous et à toutes. Heather Callahan, je suis en Nouvelle-Écosse, comme Jessie. On était voisines à une certaine époque à Halifax, en fait. Je travaille avec l'école marine de la Nouvelle-Écosse. Donc, on fait des expéditions en plein air et on se concentre sur en fait des programmes locaux en Nouvelle-Écosse, programmes de plein air. Donc, pour faire face à la COVID-19, c'est une initiative de l'organisation que de nouer des liens, établir des partenariats axés principalement sur les populations sous-représentées en Nouvelle-Écosse, en particulier dans la région d'Halifax. Si vous connaissez Halifax, c'est énorme. Une très petite population et sur un territoire immense, mais il y a des parcs et des espaces naturels disséminés dans tout ça. Donc, le but de nos partenariats, c'est d'augmenter la participation et la représentation des Noirs, des Autochtones et des jeunes qui sont nouveaux arrivants dans la région d'Halifax. Donc, comment est-ce qu'on le fait? Quand on a vu cette occasion d'obtenir du financement de l'Initiative canadienne pour des collectivités en on s'est dit que c'était une occasion en or. On sait qu'avec la COVID, les gens restent plus souvent à l'intérieur et les nouveaux arrivants, les communautés marginalisées ne se sentent pas à l'aise dans les parcs ou à l'extérieur, pas en sécurité. Donc, on voulait créer un programme qu'on a appelé le plein air en sécurité. Et en fait, on a des programmes de plein air à Halifax depuis de nombreuses années, mais c'est des programmes qui se déroulaient après l'école, où on se rencontrait à un arrêt d'autobus, on prenait un autobus et on allait dans un espace naturel et on enseignait aux jeunes des compétences. Euh, on passait la journée ensemble et on leur montrait à devenir indépendants, comment avoir accès à ces activités en plein air par eux-mêmes, de façon abordable, ils pouvaient justement acquérir les compétences nécessaires pour faire ce type d'activité par eux-mêmes. Donc, on a pris cette perspective, on l'a appliquée à trois partenaires clés qui travaillent avec North Preston, avec des jeunes noirs, et il y a une région euh, où bon nombre de noirs habitent. Et on essaie de faire une progression dans nos programmes estivaux. En fait, certains de nos programmes estivaux sont saisonniers et on prend les jeunes, on, en fait, on leur permet de se faire les dents un peu en la matière, en activité en plein air, et on se concentre sur des activités très locales au début. Ensuite, on commence à les amener en autobus à l'extérieur, dans des espaces naturels et en nature plus sauvage. Donc, c'est les choses qu'on fait. Éventuellement, tous ces jeunes pourraient avoir accès à des choses plus difficiles, par exemple des expéditions de 5 jours dans la forêt,
mais on veut commencer au commencement. Donc, on s'assure qu'ils fassent une progression sur le court terme. Au début, on commence par des activités de quelques heures et ensuite, on rallonge la durée des activités. Et donc, des fois, on commence par une sortie en pied. Ensuite, la prochaine activité, c'est faire de la raquette. La prochaine activité, c'est faire un feu. Et ensuite, on passe assez de temps dehors pour que les jeunes aient besoin d'aller aux toilettes dans la nature. Et, donc, on essaie d'opérer une progression, de leur faire faire une progression. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je vous raconterai d'autres anecdotes en ce faisant. Merveilleux, merci. Et je voulais aussi dire qu'il y a beaucoup de commentaires, de conversations intéressantes dans le chat. Les gens mentionnent des initiatives et nous font part des programmes qu'ils organisent. Donc, je suis très contente que tout le monde soit au même diapason pour partager ses idées. Donc, j'aime beaucoup vous entendre parler, Heather, sur cette idée de commencer petit et ensuite d'opérer une transition à mesure que le niveau euh, de confort des participants augmente. Donc, passons à la prochaine question qui porte sur les défis auxquels vous avez fait face dans votre planification ou dans l'exécution de programmes hivernaux et comment vous feriez face à ces défis à l'avenir. Oui, on peut peut-être commencer par vous, Heather, et on va y aller à l'inverse. Oui, bien sûr. Oui. Oui, merci. Vous l'avez déjà dit. Amy Desparcs a mentionné certains des défis auxquels on fait face. Et ça dépend de où vous vivez, parce qu'en Nouvelle-Écosse, il fait froid et il fait humide. Et ça coûte cher que de rester au chaud et au sec. Et ici, tout le monde a cet équipement, ces vêtements, et les gens savent quoi apporter. Mais c'est ce qu'on fournit aux jeunes. On leur fournit une liste d'équipements à se procurer. Parce que quand vous êtes dans la nature, vous allez faire des erreurs. Et même si vous avez tout le bon équipement, vous allez probablement vous mouiller. Vous allez devoir, en fait, faire tout votre possible pour rester au sec. Donc oui, on veut surmonter ces obstacles, mais on leur fournit une liste d'équipements. On leur dit, lisez la liste. Si vous n'avez pas tout l'équipement qu'on énumère ici, on peut vous aider à trouver ce qui manque. On peut aller, en fait, nous avons Frenchies, il y a d'autres, des centres, des ressourceries ou des endroits où on peut trouver des vêtements hivernaux et en fait, on les aide à se les procurer. On leur enseigne aussi la nutrition hivernale, comment s'habiller en couche de vêtements. Si vous allez dans des espaces naturels plus sauvages, eh bien, s'habiller en couche de vêtements et bien s'alimenter, c'est de plus en plus important. Et il faut que ça reste amusant. Ça peut être amusant parce que vous mangez beaucoup de biscuits, des choses grasses, des choses qui vous donnent beaucoup d'énergie, qui vous réchauffent, vous buvez du chocolat chaud. Donc, c'est amusant que de bien se nourrir pour rester au chaud. Aussi, les participants ont besoin de temps pour s'adapter au gré de leurs expériences. C'est ce que je disais plus tôt. Il faut commencer petit, ensuite opérer une transition, y aller progressivement. Et vous savez, les activités courtes permettent aux jeunes de constater, bon, je me suis gelé les orteils cette fois-ci, la prochaine fois, j'aurai des bottes plus chaudes. Donc, on peut en discuter après une activité. On leur dit, bon, comment vont vos orteils? Bon, la prochaine fois, d'accord, on va trouver des bottes plus chaudes. Donc, on s'assure qu'ils soient assez mal à l'aise, mais pas trop, pour qu'ils puissent bien profiter de l'activité. Ensuite, on leur donne une récompense. On leur donne un chocolat chaud. Bon, ça a été difficile, mais ça a été gratifiant. Donc, la prochaine fois, on relève le niveau. On va un peu plus loin. Et de retenir nos jeunes dans nos programmes, en fait, si vous faites des activités dans un parc, bon, c'est différent, mais si vous voulez bâtir un programme où les jeunes vont acquérir des connaissances avec le temps, ben, ça prend du temps. Il faut investir ce temps et il faut retenir les jeunes avec le temps. Et c'est tout.
Merveilleux. Jessie, voulez-vous répondre à cette question sur les défis? Oui, chez nous, en fait, nous sommes une organisation menée par des jeunes. Nous sommes au cœur d'un quartier urbain, en plein milieu de la ville. Donc, j'ai commencé avec 6 jeunes il y a 13 ans. Nous avons environ 120 jeunes aujourd'hui. Donc, les jeunes commencent avec nous quand ils ont 5, 6, 7 ans et ils sont avec nous jusqu'à l'université. Donc, on a des différents niveaux de programmes qui s'adressent à des groupes d'âge. Donc, les jeunes grandissent avec nos programmes. Et on est dans une communauté qui euh, est aux prises avec de la pauvreté racialisée depuis des années. Je ne sais pas si les gens connaissent le quartier de Africville, euh, au centre de Halifax. En fait, ce sont des gens qui ont été déplacés dans ce quartier, ce nouveau quartier, et on leur a promis qu'ils seraient un jour propriétaires de ces logements. Ça ne s'est jamais matérialisé. Ce sont des logements sociaux. Donc, 85% de nos jeunes sont des néo-écossais d'origine africaine et le reste, enfin, noir, et le reste sont des nouveaux arrivants. Et Heather en a parlé, dans notre région, il y a beaucoup, même dans la ville, il y a beaucoup d'isolement et de méfiance par rapport aux diverses initiatives qui s'offrent aux gens. Et un de nos plus grands défis, c'est que bon nombre de personnes veulent rester dans la communauté, ils veulent que les choses changent dans la communauté. Mais d'un autre côté, les gens comme les organismes qui donnent du financement croient que si on bâtit quelque chose, ça va être vandalisé. Donc, il y a beaucoup de stigmatisation de la communauté provenant de l'extérieur. Donc, j'étais très contente de participer à l'initiative pour des collectivités en santé et qu'ils ont cru en nous. Malgré la COVID, les enfants peuvent jouer dehors dans ce parc qui fait 3 fois la superficie de ce qu'on avait prévu construire avec le financement qu'on avait au début. Et le défi pour nous, c'est la stigmatisation qui est liée à cette communauté. Et on a été surpris par la quantité de jeunes qui ont participé cet été parce qu'il y a une augmentation très importante de la population dans ce quartier urbain. Et par exemple, l'école locale euh, qui en fait a de la place pour 125 jeunes. Ils sont 300 jeunes à l'école maintenant. Ils ont dû créer des portatives, des annexes. Et en fait, tout le monde veut venir ici grâce à nos programmes sociaux et nos programmes au parc. Donc, nous avons aussi beaucoup de familles qui viennent ici. Donc, notre défi, c'est de répondre aux besoins. Et nous sommes menés par des jeunes. Ce sont nos jeunes qui participent à nos plans stratégiques, à la prise de décision. Et ils participent à la création de tous les programmes que nous avons. Un autre des défis, c'est de maintenir l'intégrité de tout ça pour s'assurer que tout le monde a voix au chapitre. Et voilà. C'est super. Oui, j'adore ça. Je crois que dans cette initiative, c'était central. C'était que le travail soit mené par la communauté et axé sur la communauté. Ce ne sont pas des programmes qu'on apporte de l'extérieur. Ce sont des programmes qui sont élaborés, créés et gérés par la communauté. Merveilleux. Et Mike, oui, parlez-nous des défis auxquels vous faites face et en fait comment vous surmontez ces défis. Pour nous, puisque tout ce qu'on a fait, ou beaucoup de ce qu'on a fait au cours de la dernière année a été en fait causé par la COVID, le temps, c'est le nerf de la guerre parce que tout se passe très vite. Donc, premièrement, même si notre parc a 50 acres, et il y a notre aréna, notre centre de conférence, nos installations récréatives et toute l'infrastructure. Donc, il fallait trouver un moyen de faire passer les pistes de ski de fond et les pistes de glace dans le parc sans perturber les installations qui s'y trouvaient déjà. Donc, on a fait beaucoup de consultations avec nos groupes communautaires, nos usagers. On a fait des séances de planification communautaire. Et vu que c'était l'été, on a eu l'occasion de passer 3 ou 4 mois à planifier le tout. Donc, tout s'est bien déroulé et maintenant, en fait, ça a fonctionné de façon à ce qu'on puisse offrir ces pistes aux marcheurs l'été. Donc maintenant, nous avons 3 pistes de glace, nous avons 13 km de pistes de ski de fond. Donc ça a été
très intéressant. Ça nous a permis de faire d'autres choses qu'on n'avait pas eu l'intention de faire au début. Donc, je crois qu'on s'en est bien sorti. Deuxième chose, c'est l'aspect économique, parce que tout s'est déroulé si vite qu'il fallait trouver un moyen de payer ces choses-là. Et l'initiative pour les collectivités en santé nous a beaucoup aidé là-dedans. On a réussi à faire des choses. On a réussi à avoir accès à d'autres financements pour aménager les pistes. Et on voulait que ce soit abordable pour les usagers. Donc, il y a beaucoup de gens en ville qui jouent au hockey, au curling. Et dans notre région, à cause de la COVID, eh bien, il y a des défis, mais on trouve du financement pour nos projets. Et comme je l'ai dit, on a reçu des dons de skis et d'équipements, donc ça nous a permis d'offrir nos programmes gratuitement. Et je crois que quelqu'un en a parlé. La dernière chose, c'est qu'en fait, on peut élaborer des programmes et bâtir les installations, mais il faut que la communauté y participe. Donc, on a élaboré nos plans. Le jour de Noël, on avait le Père Noël qui était là. On organisait des sorties en traîneau. On organisait des activités la Saint-Valentin. Donc, ça nous permet d'aller chercher les gens. Ça incite les gens à venir utiliser nos installations. Donc, ça a été euh, un don du ciel que d'avoir plus d'utilisateurs, d'usagers. Donc, je dirais que c'est les trois principaux défis. On a trouvé le moyen de tirer notre épingle du jeu dans les trois cas. C'est merveilleux. Merci. J'apprécie, je comprends beaucoup ce que vous dites. Il faut faire en sorte que ces programmes soient aussi inclusifs et accessibles que possible. Et vous devez ainsi offrir des moyens d'éliminer ces barrières. Par exemple, vous prêtez l'équipement, les skis, gratuitement à tous les usagers. Donc, merci de le mentionner. Passons à la troisième question. Si vous pouviez nous faire part d'une anecdote inspirante sur les activités euh, en plein air, comment elles peuvent changer la vie des gens. Je vais laisser quelqu'un se porter le volontaire pour parler de ses expériences. Oui, oui, je serai bref. Je vais commencer. L'anecdote la plus intéressante pour nous, avec notre piste de glace, nous avions un monsieur de 80 ans qui n'avait pas patiné depuis 50 ans. Il voulait patiner avec son petit-fils. Donc, il est venu. Il a emprunté des paires de patins qu'on s'était fait donner par les résidents. Et il était avec son petit-fils de 7 ans. Et tous les deux allaient patiner. Donc, ça a fait chaud au cœur que de les voir ensemble sur la patinoire parce que à cause de la COVID, ils n'avaient pas eu l'occasion de se voir beaucoup. Donc, pour moi, c'était l'anecdote la plus marquante. Oui, je peux aussi vous raconter une anecdote. Merci, Mike. Donc, pour nous, on a vu tant de gens venir au parc quand on a aménagé les modules de jeu en trois sections, comme je le disais. Et on a eu l'occasion de parler avec des mamans. Il y a beaucoup d'immigrants, de nouveaux arrivants dans la communauté. Ça nous a permis de les rencontrer, de les voir, ces gens, nouer des liens les uns avec les autres, malgré des obstacles linguistiques et jouer de façon interactive. Leurs enfants jouaient les uns avec les autres, même s'ils ne parlaient pas la même langue. Et je crois que d'avoir créé cet espace pour permettre aux gens de se réunir, de se rencontrer, surtout lorsqu'ils sont nouveaux au pays, ça a été fantastique. Merci. Merci, Jesse. Merci, Mike. On n'a pas pu exécuter nos programmes de notre expédition de, de la semaine de relâche l'an dernier, mais en Nouvelle-Écosse, à la semaine de relâche de mars, on a de la pluie verglaçante en général. Donc, quelqu'un nous envoie une photo. En fait, c'est un groupe de jeunes qui ont participé à nos programmes plus dans le passé. Et c'est ce que je disais quand je parlais de la progression. Et ces jeunes avaient commencé avec nous quand ils avaient 11 ans dans un programme de sport. Euh, et c'est des jeunes qui étaient avec nous depuis 6 ans, dans nos programmes depuis 6 ans. Ils nous ont envoyé une photo où ils avaient fait une marche
en montagne de 2 jours, 2 nuits dans une zone assez complexe. On savait que les conditions climatiques étaient misérables et elles étaient souriantes, complètement détrempées, sous la pluie verglaçante, mais elles s'amusaient comme des enfants. Donc, c'était leur initiative. Et puis, ils ont appliqué ce qu'elles ont appris dans nos programmes au cours des années. Donc, c'était, en fait, fantastique de voir tout ça malgré la COVID-19, ce transfert de connaissances et de désir aux jeunes. C'est fantastique, oui. Ce sont des anecdotes très inspirantes. J'aime bien vous entendre. Vous parler d'histoires intergénérationnelles, d'obstacles transculturels. Et ensuite, cette progression qu'ont opéré vos jeunes. Elles ont appris avec vous à faire du plein air et maintenant elles le font d'elles-mêmes. Et elles adorent ça. Merci de mentionner l'aspect du temps. Ça prend du temps que de réaliser ce type de choses, du temps, des efforts, et vous êtes en train de déployer ces efforts. Ensuite, les gens dans le chat s'activent également, en parlent aussi. Donc, nous avons une dernière question sur les conseils que vous donneriez à des gens qui veulent organiser un projet, qui sont peut-être aux premières étapes de planification du projet, des gens qui veulent organiser plus d'activités, de programmes toute l'année, surtout des activités hivernales avec leur communauté. Est-ce qu'on peut leur donner des conseils? Oui, oui, je peux commencer. Je vois tellement de commentaires ici, c'est trop drôle. Oui, il y a quelqu'un qui parle de curling topless. Ah oui, oui, ce sont de très bonnes idées. Donc, pour offrir des programmes directement, mon premier conseil serait en fait, de collaborer et d'établir des partenariats. Donc, si vous êtes une organisation de plein air qui organise des choses, des programmes de plein air, euh, je, je vous conseille d'aller chercher des experts, des personnes qui font du plein air, qui sont bien formés, des animateurs bien formés en programmation hivernale, surtout en matière de sécurité hivernale, euh, lorsqu'il y a de la glace, bon, aller chercher des gens qui savent comment communiquer avec les gens, qui sont capables de leur permettre d'avoir une expérience positive. Donc, il faut trouver les bonnes personnes pour ces projets, des personnes connaissantes, des praticiens, en effet. Oui, je peux répondre à la question moi aussi. La première chose que je dirais, je ne l'aurais pas dit dans le passé, mais en écoutant mes collègues, vous avez des histoires fantastiques et je crois que vous pourriez passer plus de temps à écouter ce qui se passe ailleurs au Canada. Il y a des choses incroyables qui se déroulent au Canada en matière de projets hivernaux, mais je crois que c'est important que de ne pas être trop formel dans vos programmes et laisser de la place à l'imagination des jeunes. Oui, ils peuvent faire une expédition en ski de fond, une visite de château. Donc, il ne faut pas que ça soit trop encadré pour les jeunes. Et en écoutant mes deux collègues, vous avez de très bonnes histoires. C'est ce que je dirais. Laissez de la place à l'imagination et la créativité des jeunes. Oui, moi je suis très inspiré par tous nos collègues ici. Merci d'avoir organisé cette séance. Pour nous, ce qui est important, c'est que de donner vie à l'imagination des jeunes. Donc, c'est important pour nous que d'entendre nos jeunes, et vous en avez parlé, Mike, et de, de leur permettre de réaliser leurs idées. Donc, ce qu'on fait, c'est on enrichit la terre, et ensuite, c'est la terre qui donne vie à la plante, c'est-à-dire à nos jeunes. Donc, les jeunes commencent à entrer, ils arrivent de l'école maintenant. Donc, on, on aime beaucoup les citations. On fait toujours des concours de citations et un de nos jeunes
a écrit une citation et il a dit: «La beauté ne connaît pas les codes postaux». Et moi, ce que je fais, c'est que je leur donne beaucoup d'occasions d'avoir des discussions de façon très informelle. Et ensuite, c'est ainsi qu'on peut réaliser les choses. Donc, nous avons 3 entreprises menées par des jeunes. Nous avons aussi une douzaine d'autres entreprises sociales qui existent de façon éphémère, à court terme. Et le but, c'est que les jeunes deviennent que les jeunes apportent des changements dans la communauté. Donc, euh, la moitié du financement pour l'aménagement des modules a été recueilli par euh, la communauté, par notre organisme, et l'autre par les jeunes, par l'entreprise de leurs entreprises sociales. Donc, ils ont vendu du chocolat chaud, des choses comme ça. Ils ont fait une levée de fonds, ils ont recueilli ces fonds pour financer la moitié des modules qu'on a installés. Donc, ils participent beaucoup à nos activités et ils sont capables d'agir rapidement aussi. C'est ce qu'on fait. On a beaucoup de respect pour les jeunes et pour leur imagination. Et on veut qu'ils puissent réaliser leurs idées et on veut faire d'eux les leaders de leur communauté. On leur laisse cette place. Fantastique. Merci. Oui, des éléments très importants. La valeur des partenariats et l'importance des partenariats dans les projets et dans la réalisation des projets. Aussi, vous avez parlé d'avoir cette souplesse, de ne pas être axé sur un seul résultat et d'être ouvert au changement. Tout le monde connaît ce concept cette année, c'est certain. Mais il faut être ouvert à d'autres perspectives, d'autres points de vue, et il faut s'adapter euh, en fonction des besoins de la communauté. Et les jeunes sont le meilleur exemple de cette adaptation. Ils vont prendre une boîte de carton et en faire un château, même si vous dites que, mais en fait, ils peuvent être très, très créatifs avec tout ce qu'ils ont à portée de la main. Donc, oui, il faut leur donner l'occasion de faire valoir cette créativité. Oui, je vous remercie de votre temps. Je sais que tout le monde est très occupé. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, je repasse la parole à nos collègues de l'Institut urbain du Canada. Merci, Jesse, Mike et Heather. Oui, pareillement. Merci, Rachel. Merci à vous tous. Ça a été une séance incroyable et on n'a toujours pas fini. Il y a eu des questions très intéressantes qui ont été posées dans le chat. Vous n'avez peut-être pas les réponses, mais je vais vous poser certaines de ces questions. Et si on n'a pas les réponses aujourd'hui, on fera des recherches et on verra euh, comment on peut y répondre. Donc, il y a une question d'Alison à propos des fours communautaires extérieurs dans vos présentations. Elle a dit que c'est très intriguant pour elle. Elle a fait une recherche sur Google et en fait, quelqu'un a publié un lien dans le chat. Mais avez-vous de l'information sur le coût d'un four communautaire ou d'un four extérieur? Avez-vous une idée des coûts ou d'un endroit où on peut trouver ce type d'installation? C'est une très bonne question. Je crois que le lien qui a été publié, c'est le même que j'ai. Je vais le publier dans le chat encore une fois. C'est Oui, je vais le publier pour tout le monde. C'est une ressource de Toronto qui contient une liste des fours communautaires à Toronto qui contient l'information sur les règlements et la construction d'un four extérieur. Je n'ai pas d'informations sur les prix, mais peut-être que Rachel en a. Et je crois que bon nombre de ces fours extérieurs qui ont été construits de façon permanente à Toronto ont été construits en collaboration avec la ville de Toronto. Donc, je crois qu'il y a une collaboration qui se déroule et le moyen d'obtenir du financement de ce côté. Et je crois que bon nombre de ces fours ont tendance à des solutions à faible coût pour nos problèmes. Donc, vous prenez des matières premières et vous bâtissez le four ensemble. La communauté le fait, le construit ensemble. Rachel? Oui, et il y a plusieurs exemples dans de nombreuses villes de ces fours extérieurs. Je ne sais pas où vous êtes, mais la photo que Steph a montrée vient des amis de Regent Park à Toronto. Je sais qu'en Nouvelle-Écosse, il y a la communauté de Park Avenue qui a un four communautaire extérieur
Et souvent, ce sont des groupes communautaires qui ont aménagé ces fours et ça leur fait toujours plaisir de partager leur expérience et de donner de l'information. Et ces fours, il y en a de toutes les sortes, des grands, des petits, etc. Merci. Merci énormément. Et c'est fantastique que tout le monde participe, les gens font part de leurs connaissances dans le chat. Nous continuons de consigner vos commentaires dans notre document partagé. Tout le monde trouve ça très utile. Une autre question qui a été posée, et j'aimerais que vous tous vous penchiez sur cette question. Une question de Dan, de la municipalité. En fait, il pose une question au nom d'une municipalité et il dit que c'est fantastique de voir toutes ces activités et tous ces groupes qui ont établi des relations aussi bénéfiques avec la communauté. Avez-vous des suggestions sur comment une municipalité peut favoriser la participation communautaire? Avez-vous des idées là-dessus? Je vois que Mike a allumé son micro. Oui, à Musselwyn River, nous avons une très bonne relation avec notre communauté d'affaires, notre communauté d'affaires. Oui, nous avons un groupe à la municipalité qui s'occupe des activités récréatives, du développement économique. Donc, nous avons un conseil municipal qui se rencontre, qui collabore avec d'autres groupes et où nous organisons des événements, des choses pour la chambre de commerce de la municipalité. Lorsqu'il y a des événements, lorsqu'on cherche du financement, ce type de choses, la chambre de commerce contribue. Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a 5 ou 6 ans, cette collaboration. Et ces 4 groupes se sont réunis et ils collaborent ensemble maintenant. Et il y a un événement, s'il y a un événement dans la communauté, ils peuvent nous demander de les aider. Donc, ils viennent siéger à nos séances, à nos réunions, et nous les aidons pour, en fait, financer des projets ou bâtir un hôtel ou des installations. Donc, encore une fois, on travaille avec le développement économique, la chambre de commerce, la communauté et d'autres services de la municipalité dans nos projets. Oui, c'est merveilleux. Pouvez-vous nous en dire davantage sur comment vous avez fait pour renforcer ces partenariats? Vous avez travaillé à titre personnel ou qu'est-ce que vous pouvez dire à une municipalité qui veut améliorer ses relations? Oui, pour nous, on s'est dit que chacun des organismes pouvait tirer parti des autres. Donc, c'était facile pour nous. On a commencé avec des réunions informelles. Donc, il y a des choses que la Chambre de commerce pouvait faire pour le service de récréation et quelque chose que le développement économique pouvait faire pour le service de récréation. Et la communauté, en fait, était d'accord. La communauté s'est rendu compte que ce groupe pouvait l'aider, elle. Et je ne sais pas, en fait, je ne sais pas quelle est la taille de votre municipalité. On est une petite municipalité, donc ici, pour nous, toute cette collaboration est essentielle. Donc, s'il y a un groupe communautaire qui veut organiser un événement, mais qui n'ont pas assez de bénévoles, nous, on peut leur fournir des bénévoles, ainsi que des conseils et de l'expertise pour l'organisation de leur événement. Par exemple, il y a un groupe qui voulait, s'il y a un groupe qui veut organiser un festival, on va voir la chambre de commerce, on leur dit, on a besoin de 20 employés pour ce festival, sinon il n'y aura pas de festival et vous n'aurez pas les retombées économiques. Donc, c'est une situation où tout le monde y trouve son compte, tout le monde veut participer, tout le monde a un rôle à jouer pour, en fait, améliorer les affaires de tous. Donc oui, c'est réciproque. Donc quand vous... Oui, Janice l'a dit dans le chat, oui, il faut aider les autres pour que les autres nous aident, oui. Jesse, vous avez allumé votre micro. Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec Mike. Il faut comprendre et respecter le fait que c'est une relation réciproque. Pour nous, quand je suis arrivé à Mary Wanton Park,
il y avait beaucoup d'hésitation. C'est-à-dire que la municipalité hésitait à nous laisser faire ce jardin communautaire à cause de la stigmatisation liée au vandalisme. Et en fin de compte, ça a eu l'effet complètement opposé. Donc, ils avaient peur du vandalisme qui pourrait se dérouler. Et 12 ans plus tard, on a des entreprises sociales, on a une serre qui fonctionne 12 mois par année, et on a des programmes sociaux. En fait, tout est mené par la communauté. Mais ça a été difficile avec la municipalité parce qu'on était considéré comme un trop excentrique dans nos idées de ce qu'on pouvait faire dans un parc. Et on paie nos propres assurances et on paie toutes nos dépenses. La municipalité nous laisse utiliser le terrain. Et évidemment, c'est pour la communauté. Donc, quand ils ont vu la mobilisation communautaire qu'on a réussi à favoriser, ils ont eu le coup de foudre et ils ont constaté que tout appartient à la communauté. Donc, c'est important de favoriser ce sentiment d'appartenance et de faire en sorte que les gens sentent qu'ils sont propriétaires de cet espace commun. Et la municipalité a fini par comprendre. Et je crois que c'est une relation mutuelle, positive, mutuellement positive. Ça nous a pris 8 ans nous rendre à cet état de choses. Il y a eu beaucoup de résistance au début. Je crois qu'il faut être persévérant et persistant. Vous devez connaître votre mission et la respecter et faire participer les autres. Ce n'est pas seulement notre mission, c'est une mission qui est celle de tous. Oui, j'adore le fait que vous parliez du temps. C'est quelque chose qu'on oublie souvent dans l'établissement de relations solides. Donc, il y a des gens qui veulent faire des choses différemment, surtout lorsqu'on travaille avec une municipalité et qu'on fait des choses qui sortent des sentiers battus. Et il faut établir de bonnes relations avec la municipalité. Oui, merci. Heather, je crois que vous aviez quelque chose à ajouter. Oui, je crois que les organisations à but non lucratif ont plus de souplesse que les municipalités en général. Et si vous faites un programme et par exemple un programme dans un parc où les gens peuvent se pointer quand ils le veulent, il y a des moyens pour les organisations à but non lucratif d'aller chercher du financement, d'aller chercher des dons et de faire preuve de souplesse pour exécuter des programmes qu'une municipalité ne pourrait pas faire. Donc, en tant que municipalité, bon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut se pencher là-dessus. Et comment pouvez-vous En fait, qu'est-ce que vous pouvez apporter à un organisme à but non lucratif en termes de capacité? Parce que souvent, c'est la capacité qui manque aux organismes à but non lucratif et c'est la municipalité qui les a, mais c'est l'organisme qui a les projets. Donc, c'est pourquoi doivent travailler ensemble et, euh, et il y a des programmes municipaux à petite échelle. En fait, c'est une façon de partager les risques et les responsabilités et ça permet d'avoir des résultats plus positifs. Évidemment, il faut toujours avoir l'assentiment de son conseiller municipal. Je crois qu'y aller par petits pas, ça va permettre de réussir. Ensuite, vous pouvez faire part de vos réussites aux décisionnaires et aux conseillers municipaux et ça fait boule de neige. Dans notre ville, la municipalité est fantastique et il nous aide beaucoup dans nos projets. Et c'est surtout parce qu'on est petit, je crois, et on est tissé serré dans la province, mais on apprend beaucoup des autres provinces. Et, dans les plus grandes provinces, les gens travaillent plus en silo, mais il faut commencer petit. Et c'est correct de commencer petit. Et il ne faut pas nécessairement devenir trop gros, hein. Travailler avec 10 jeunes, commencez par ça. Oui, il faut commencer petit et progresser. Et j'aime ce que vous dites à propos de la collaboration nécessaire avec le conseil municipal.
collaborer avec votre conseiller municipal ou votre conseillère municipale, oui. Et il y en a qui veulent établir des liens avec vous. Donc, commencez par là, par communiquer avec votre conseiller municipal. Oui, je regarde les dernières questions. Il nous reste quelques minutes. Il y avait une question qui a été posée sur l'entreprise qui s'occupait des arbres dans l'exemple d'Amédée Parc, au parc Jarry à Montréal. Et Amédée Parc va essayer de trouver le nom de cette entreprise et vont le publier dans ce document partagé sur les activités hivernales plus tard. Donc, il y a aussi une question de Mike euh, et Andrea sur le coût de d'affûtage de patins et d'entretien des lames de patins. C'est une question très précise. Avez-vous, Mike, de l'information là-dessus? Hum, Comment est-ce que vous maintenez vos lames de patins bien affûtées? Qui paie ce service? Oui, bien franchement, je ne peux pas vraiment vous aider, je pense, mais à notre patinoire, nous avons un atelier que nous louons à une entreprise privée et cette entreprise affûte les patins des participants. Donc, en fait, les gens réservent les patins, ils les empruntent et ils vont les faire affûter dans cet atelier. C'est une bonne idée. Je crois que l'idée, c'est euh, d'établir un partenariat avec une entreprise qui peut donner ce service ou qui peut profiter justement de ce partenariat. Par exemple, un commerce où les gens viennent boire un café tout en faisant fuiter leurs patins. Nos hivers sont assez rudes, donc les patins n'ont pas besoin d'être aussi affûtés parce que la glace est moins lisse que dans une patinoire intérieure. Oui, ensuite, dans le chat, quelqu'un a écrit une idée fantastique. Euh, oui, mettre en œuvre une piste de glace. Quelqu'un a vu ça sur CBC. Je sais pas si quelqu'un a vu ce reportage de CBC. Ça a l'air très intéressant. Mais je voulais vous donner l'occasion de vous exprimer. Si vous connaissez un peu ce type de piste de glace, voulez-vous nous en faire part? Oui, donc c'est une piste de glace de différentes formes, en forme de 8, en forme de fer à cheval. Donc nous avons une entreprise ici qui fait des formes de pistes de glace spéciales, mais je n'ai pas vu ça dans les parcs ou les espaces communautaires que je connais. Mais je me demande si d'aménager une piste de glace normale dans un parc et l'adapter, faire des formes, faire un trajet sinueux, ça peut peut-être exiger de l'équipement spécialisé, mais si vous pouvez faire une piste de glace standard, vous avez peut-être déjà l'équipement nécessaire. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'équipement et qui pourraient installer ou aménager une piste de glace de façon naturelle. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des idées là-dessus. D'accord. Je crois que nous avons terminé. Incroyable. C'était une séance formidable. Merci Jesse, Mike, Heather, Steph et Rachel. C'est une très belle façon de finir l'année. Ça a été notre dernière séance de mobilisation de l'année. Et il y a énormément de participation. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à la séance. Nous allons continuer à développer, élaborer le document partagé. Nous vous en ferons part. Nous aimerions avoir vos commentaires sur cette séance. Je crois que il y a quelqu'un qui va publier le lien vers un sondage dans le chat. Oui, j'ai perdu l'usage, en fait, de la pratique. On veut avoir vos commentaires et des idées, toutes idées que vous auriez pour améliorer ces séances de mobilisation. Dites-nous ce que vous avez aimé. Nous voulons vous entendre et nous allons organiser d'autres séances de mobilisation dès janvier 2022. Donc, soyez à l'affût. Nous allons vous envoyer un courriel pour vous informer de la prochaine séance. J'espère que vous avez profité de cette séance autant que nous et nous voulons vous souhaiter de joyeuses fêtes, de joyeuses vacances et nous vous souhaitons un
bon démarrage de la nouvelle année, du nouvel an. Merci à tous et merci à toutes. On se voit en janvier. Merci.